Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 4, épisode 7. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowell après une courte nuit. Messieurs, comment ça va? Courte, mais ça va, merci. Ouais, courte mais heureuse, étant donné que l'Impact de Montréal est officiellement qualifié. On va en parler au cours des prochaines minutes. On va également regarder ce qui s'est passé en Europe avec une Ligue des champions qui nous a réservé, je ne sais pas si c'est des surprises, mais de belles révélations. Oui. Entre autres, Alphonso Davies, oui, le absolument. roi, pas comme ça qu'on le connaissait avec les Whitecaps, le roi du repli défensif. On va y revenir dans notre segment en temps additionnel. On répondra également aux sujets chauds, questions qui nous ont été posées sur Twitter au cours des dernières heures. Mais d'abord, premières impressions sur cette qualification de l'Impact. Match nul de 0-0 au Stade olympique devant 21 000 quelques spectateurs sur une surface synthétique dont on a beaucoup parlé, contre une équipe qui avait donné énormément de difficultés à l'Impact dans un match nul de 2-2, particulièrement en deuxième mi-temps la semaine précédente. Sid, premier constat, chose qui t'a vraiment marqué dans cette soirée-là? Que Thierry Henry soit reparti avec un système du type 5-3-2, je pensais véritablement qu'il n'allait pas opter pour une ligne défensive à 5, donc très peu de changements dans le 11 partant. Ça m'a effectivement surpris dans son approche du match, une approche qu'il a voulu un peu similaire. Sauf que très rapidement, on s'est rendu compte avec la performance de Zachary Brault-Guillard qui avait des intentions très différentes dans son système de jeu. Donc ma première surprise a été dans l'alignement partant. Ensuite, pour revenir plus globalement, l'impact qualifié, c'était le plus important. Et on peut vraiment dire que c'est le premier succès pour Thierry Henry et pour cet impact 2020. Donc, très intéressant pour la suite. Oui, c'est ça. Faut couper un petit peu à l'essentiel. Qualification. Compliqué, on en a parlé déjà après le match aller. Toutes les circonstances. Et là, il est certain qu'à un moment ou un autre, on va s'arrêter à l'accumulation de blessures, en tout cas au nombre de blessures sur ces deux rencontres. Parce que Jukka Raitala, c'est important de le rappeler. Même scénario que Rudy Camacho la semaine précédente. La seule différence, c'est que Raitala était capable de tenir jusqu'à la mi-temps. Et c'est à ce moment-là où ça commence à être le modus operandi. Tu fais rentrer Waterman à un moment donné pendant le match et il est capable de tenir quand même assez solidement. On va le noter. Mais est-ce que après 2 matchs, tu dis que c'est encore des blessures de préparation, en fait de phase préparatoire, ou est-ce que ça devient un peu inquiétant? Non, je pense qu'il faut, pour l'instant en tout cas, faut le mettre sur ce compte-là. Ça arrive régulièrement. Là, on s'en rend compte parce qu'on est tout de suite, bang, sur 2 matchs de compétition haut de gamme, puisqu'il y a élimination ou qualification après les 2 matchs, et que ça touche des postes similaires. Donc, effectivement, on va dire, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est vrai que tu regardes les 3 défenseurs centraux qui débutent le match aller, qui ont, si tu les mets tous les 3 ensemble, il y a de l'expérience, il y a du métier, il y a une complémentarité. Et là, tu vois les 3 qui terminent le match d'hier, t'as Fanny, et puis t'as 2 gars qui débutent complètement, aussi bien avec l'Impact qu'à ce niveau-là de compétition. Donc, il y a une grosse différence. Et c'est certain que c'est beaucoup plus choquant. Et on va parler beaucoup plus de ça plutôt que de Okonkwo. Donc, oui, il va falloir surveiller ça, d'autant plus que la saison régulière arrive tout de suite. Avant de poursuivre notre analyse, messieurs, écoutons les commentaires d'après-match recueillis par nos collègues après la rencontre de mercredi, soit ceux de Samuel Piette, Thierry Henry et Rod Fanny. Au final, c'est le résultat qui compte. Après, on s'est ajusté un peu à l'adversaire. Évidemment, ils sont sortis très, très forts. Nous, on savait que si on avait une structure défensive assez solide, on allait garder le fort puis garder le score à 0. C'est ce qu'on a fait. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Donc, au final, comme j'ai dit, c'est le résultat qui compte. On a réussi à jouer contre une équipe, encore une fois, qui nous a fait aller jusqu'au bout du match, au niveau physique. Quand vous regardez Shamit Chom à la fin qui s'étire parce qu'il a des crampes, Romé il n'était pas loin des crampes, mais on n'a que 2 matchs nous dans les jambes. Donc terminer un match comme ça et de voir mon équipe se battre comme ça jusqu'à la fin, à l'aller et au retour, j'ai rien à leur dire sur ce plan-là. On a su analyser justement au match aller nos erreurs. C'est vrai qu'on leur a laissé dans l'entrejeu des espaces. Aujourd'hui, voilà, on a corrigé ça et ça a plutôt bien marché parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver justement il y avait vraiment beaucoup de mal à trouver la faille parce que c'est des très bons footballeurs. Et c'est pour ça que voilà, on avait quand même ces 2 buts, on le savait qu'on a marqué là-bas.
On parle d'ajustement, on parle de tenir, on parle de s'accrocher physiquement. On parle beaucoup moins de spectacle, par contre, chose qu'on voulait offrir davantage lorsque Olivier Renard, directeur sportif, est arrivé à la fin de la saison dernière, lorsque Thierry Henry est arrivé en poste pour officiellement remplacer Rémi Garde. Et là, il y a beaucoup de messages qui sont passés sur les réseaux sociaux depuis le match d'hier en disant, là, si la saison 2020 ressemble à cette rencontre-là, ça va être long. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, les gars, parce que mon réflexe, c'est de dire, attendez, si ce match-là n'avait pas été dans un contexte de Ligue des champions où sans encaisser, t'étais qualifié pour le prochain tour, j'ai pas l'impression que Thierry Henry aurait eu la même approche. Si ce match-là avait été celui face aux révolutions de la Nouvelle-Angleterre, il me semble qu'il y aurait eu quelque chose de beaucoup plus volontaire, de plus agressif vers l'avant. Est-ce que vous avez le même feeling? Oui, j'ai un feeling similaire dans le sens d'abord que la critique est très rapide et qu'elle soit même positive ou négative. Il faut quand même donner le temps au temps. Et quand Olivier Renard parlait d'un jeu porté vers l'avant, je ne crois pas qu'il avait en tête que ce serait fait dès le 26 février. Non, mais il avait quand même dit, et c'est intéressant de faire le parallèle, les supporters vont toujours aimer mieux un 3-3 qu'un 0-0. Et ça s'applique à hier. Le problème, c'est que ton 0-0, il te qualifie pour le prochain tour. Donc, qu'est-ce que tu vas reprocher? La semaine dernière. Exactement, c'est ça. Puis un 3-3, t'es éliminé, là. Non. Oui, non, mais effectivement. Mais après, je pense que dans ce contexte particulier de la Ligue des Champions, les supporters, ils préfèrent une qualification. Donc, c'est en termes de contenu ou de spectacle, on peut faire certes la fine bouche, mais en bout de ligne, personne n'aurait aimé justement un 3-3 spectaculaire qui aurait amené l'Impact à sortir. Donc, je pense que aujourd'hui, c'était la tactique qui permettait de déranger et de battre, en toute façon de dire, l'adversaire, mais c'est pas forcément la stratégie en soi. Et puis, je trouve que c'est sévère parce que les ajustements, Morad Fani parle, lui, il apparaît dans l'entrejeu, et c'est vrai, il y avait quand même plus de monde dans l'entrejeu, trois joueurs à la place de 2, et ça a fait une petite différence. Mais dans les intentions, Broguillard et Corrales étaient beaucoup plus haut sur le terrain qu'ils n'étaient au premier match. Et ça montre que Thierry Henry, oui, il veut une assise défensive, mais il y a quand même des principes de jeu offensif. À ça, il faut aussi ajouter le fait que les changements que tu as faits en fin de match, c'est pas des changements pour te replier davantage. Tu fais rentrer Jean Saphir-Taider qui a fait une excellente entrée et pour moi, c'est un gars qui jouait gros. Seul joueur désigné qui a officiellement ce titre-là, je comprends que Boyan tombe dans cette catégorie-là, mais dans les technicalités, c'est ton seul joueur désigné, Saphir-Taider, qui n'avait pas joué à l'aller, qui n'était pas dans le 11 de départ. Tu le fais entrer à un moment où tu as besoin de contrôler le ballon, puis Taider a été en mesure de le faire. Et après, tu fais sortir Boyan pour faire entrer un attaquant. Écoute, tu aurais pu essayer de faire entrer des gars, tu n'en avais pas une tonne sur le banc, là, mais des profils plus défensifs aussi. Je te rejoins sur un certain nombre de points, mais je suis d'accord pour dire qu'on aurait pu voir, surtout après le discours qu'il y a eu suite au match aller, on aurait pu et je comprends que les gens attendent quelque chose d'autre et demandent quelque chose d'autre. Et là, je m'explique. Ce qui m'a choqué quand même hier, c'est le peu de volonté de tenir le ballon. C'est pour ça que c'est bien que tu parles de Taider, parce que c'est effectivement, quand tu rentres, tu dis « Oh, waouh, enfin un gars qui, dans sa nature de joueur, va être capable de contrôler un ballon, de donner du souffle à cette équipe, de regarder un petit peu, d'ouvrir. » Parce que ce qui m'a choqué, moi, pendant une heure, c'est la perte et l'absolue non-volonté ou capacité à contrôler le ballon. Si Boyan joue un cran plus bas, comme il l'a fait, parce que ça, c'est un changement majeur. Ton système était à peu près le même, mais Boyan, qui était le déclencheur du pressing au Costa Rica, avec Okonkwo et Kyoto devant lui, là, ça devenait le gars qui défendait en première ligne lorsque Saprissa avait le ballon. Et après, pour recevoir, tu avais très peu de gars autour de toi parce que les trois milieux de terrain, c'était tous des gars à vocation plus défensive. Bon, Chamit Chaume se ramasse quand même avec une excellente chance en fin de première mi-temps, mais à la base, c'est surtout pour faire un travail de sape au milieu. As-tu l'impression que si Boyan redescend d'un cran et que tu as soit Okonkwo, soit Lapalainen qui est présent, je sais que c'est pas un attaquant
pur et dur, mais quand même un Urruti ou un Jackson Hamel, t'aurais été en mesure de mieux tenir le ballon? Non, et c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que dans la configuration proposée à Montréal, lors du match retour, je comprends tout à fait ce qu'il cherche à faire, et là encore, j'ai d'autres sujets de discussion là-dessus, mais avec 3 milieux bien assis, bien placés derrière Boyan, il y a ce qu'il faut pour tenir le ballon, jouer en échange, trouver une solution, un partenaire. Il n'y a pas besoin, comme on a vu quand même beaucoup de fois, de regarder vers l'avant, de jouer vers l'avant, de perdre le ballon. Il y a un déchet énorme dans ce match retour. Pourtant, c'était 85% de passes réussies. Un peu moins. Après, il y a vraiment eu des chiffres contradictoires au niveau sur le site de la CONCACAF, de mémoire, c'est ce que j'ai vu. J'avais vu un petit peu moins sur le site de la MLS, mais je pense que... Peut-être qu'on compte pas les dégagements, Jean. Voilà. Mais oui, moi je pense qu'on est beaucoup plus dans la capacité que la volonté. Je pense qu'il y a eu vraiment du déchet technique, mais lorsqu'on analyse individuellement les attitudes, Shamit Chom s'est énormément projeté, comme n'a pas forcément réussi à avoir du ballon, mais on a vu un joueur qui a voulu se projeter. Sedic, pareil, a cherché à jouer aussi rapidement vers l'avant. Mais tout simplement, il n'avait pas la compétence. Ce que ça aurait changé effectivement des Jackson Hamel, des Urruti ou genre comme des Okonkwo, la Palainen, c'est la capacité d'aller presser et d'aller déranger beaucoup. Et de gagner des ballons et de gagner des ballons, c'est ça. Envoie ça à Boyan, il va faire quoi avec ça? Exactement. C'est qu'on a vu quand même que Boyan, dans la première ligne offensive, limite la capacité de l'Impact d'aller gratter des ballons, d'aller vraiment déranger la défense adverse. Donc, c'était pour moi, j'ai l'impression plus qu'il y a eu une absence de pas de compétences. Ils l'ont dans ce ballon-là, mais ils n'ont pas pu le faire. Point, ils n'ont pas pu le faire, mais c'est pas forcément quelque chose qu'ils avaient souhaité. Ils avaient quand même 3 personnes au milieu de terrain. Sedic et Chom sont plus des joueurs de ballon que des joueurs défensifs. Ils sont pas. Non, mais c'est des joueurs de ballon dans des positions plus reculées. Tu as vu Sedic quand il est arrivé autour de la surface de réparation. Je veux pas dire qu'il perd ses repères, non, mais c'est pas là où il est le plus à l'aise. Shamit Chom qui met pas celle au fond des filets à la fin de la première mi-temps, d'accord, mais tu vois qu'en deuxième mi-temps, il y a une séquence où il y a 2-3 ballons qui reviennent, il est au haut de la surface de réparation, à la droite du gardien de Saprissa, il hésite à frapper. C'est pas des Frank Lampard ou des Steven Gerrard non plus. Du tout. Mais c'est des joueurs qui pourraient garder un ballon un peu plus longtemps pour le garder, dans les séquences. Et ça, on l'a pas du tout vu hier. Et ça, c'est plutôt surprenant vu le profil des joueurs. Il y a des joueurs qui sont un peu plus destructeurs, mettons des Azira ou même des Piet. Ouais. Et là, on avait quand même des joueurs qui ils pouvaient faire des triangles, pouvaient conserver ce ballon-là, avaient des options sur les ailes aussi, justement avec Corrales et Brugger, comme je disais tantôt. Mais là, on n'a rien vu de tout ça. Tu parlais d'autres éléments dont tu voudrais parler, Jean, avant qu'on passe je reviens à la MLS. Ce que je dis rapidement, quand Rod Fanny dit, on a vu ce qui s'est passé au match aller, on leur a laissé trop de latitude au milieu de terrain. Ouais. Je trouve qu'il y a eu encore beaucoup trop de contrôle laissé à Saprissa, pour un certain nombre de raisons encore sur lesquelles on peut revenir, qui sont le manque de compétition, la qualité technique de l'adversaire, sur lequel l'Impact s'est dit peut-être qu'on ne peut pas encore rivaliser avec cet adversaire-là dans le maniement, la disponibilité, l'exécution, etc. Et ce qui m'amène à dire que beaucoup de fois, et pour reprendre ce que dit Fanny, l'Impact a joué en réaction. Tu vois comment, par exemple, Bolaños s'est promené pendant les 15-20 premières minutes. Il orchestrait tout. Ça a mis du temps pour que l'Impact décide d'aller le fixer, d'aller le chercher très haut, très rapidement, quitte à ce qu'un joueur sorte un petit peu plus pour empêcher justement ce joueur-là d'avoir le ballon et de pouvoir regarder, parce qu'il avait tellement de temps pour... orchestrer tout, je vais changer de côté, non, je vais pousser de tel côté, je vais jouer en profondeur. Ça a mis beaucoup de temps. Et ce que je vois là, c'est une équipe qui a beaucoup réagi par rapport à ça. C'est là-dessus que je pense qu'il y a encore matière à s'ajuster beaucoup plus. Ah oui, il y a plusieurs ajustements à apporter, ça c'est clair. Thierry Henry est même le premier à le dire. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a concédé de la possession, c'est vrai, mais ce que Rod Fanny nous dit, c'est l'entrejeu était notre grosse préoccupation, de jouer entre les lignes. Saprissa a eu beaucoup du ballon, mais c'était beaucoup devant le bloc de l'Impact. On essayait les transversales, on essayait de jouer complètement par-dessus la défense, surtout en première mi-temps, et ça donne au final une équipe de Saprissa qui a seulement 2 tirs cadrés. Absolument. Ça, c'est un grand succès face à une équipe, puis je voudrais t'entendre là-dessus, Jean. Es-tu surpris de voir que Saprissa, cette dernière occasion où on voit en fin de match, c'était à 88e, 89e minute de jeu, une frappe
de l'extérieur de la surface de réparation, gros arrêt de Clément Diop. Mais à ce moment-là, on était avec Vandril Lefebvre sur le bord des lignes de côté, puis on s'est dit, mais pourquoi ça a pris ça? Hésite tant à tirer de 25-30 mètres. C'est comme si on voulait toujours passer par-dessus pour Ugaldé ou y aller par les côtés sur des centres. On n'a jamais tapé des 30 mètres alors qu'il y en avait de la place parce que l'équipe reculait. C'est ça, c'est amusant parce que c'est une réflexion qui vient déjà du match aller, que c'est pas dans la nature de cette équipe, très clairement, parce qu'on a bien vu qu'à un moment de la deuxième mi-temps, ils ont eu comme la consigne c'est à ce moment-là qu'on les a vus frapper. Et là, il y a eu 2-3 tirs de loin. Mais clairement, c'est pas dans la nature de cette équipe de frapper de loin, alors qu'il y a des bons frappeurs, hein, c'est certain. Mais que c'est une équipe qui, au match aller, a beaucoup passé par les côtés, a réussi à trouver des ouvertures en passant par les côtés et qui s'est un peu entêté. Il s'est dit, bon, bah, ça a marché comme ça. C'est comme ça parce qu'on a la qualité. C'est comme ça qu'on va y arriver. On a 2 latéraux qui montent énormément et qui font énormément de travail. On va les utiliser. Et c'est vrai que ça se fait au détriment des opportunités de frappe. Et comme au match aller, face à un bloc qui... tu fais une évolution de la position du bloc de l'Impact aller comme retour, minute par minute en deuxième mi-temps. Et c'est un recul mètre par mètre. Et c'est vrai que sur la fin... tu as une équipe qui est arrivée finalement à ce qu'elle veut, c'est-à-dire d'amener l'Impact à défendre dans sa surface. Effectivement, c'est le moment de tenter une frappe de loin. Ça peut être dévié, il peut se passer 10 choses différentes. Tu vas obtenir des corners. On a vu qu'il pouvait être dangereux sur corner, que l'Impact n'était pas toujours, sur le match aller encore, totalement prêt à défendre ponctuellement ces phases de jeu-là. Donc oui, c'est un peu surprenant que cette équipe-là ne se soit pas un peu forcée à frapper plus à ce moment-là. Très rapidement, messieurs, pour passer par la suite au prochain sujet, le début de la 25e saison de MLS qui va se faire samedi. Je veux vous entendre sur le dossier Clément Diop. En quelques secondes, est-ce que Diop... Et là, ça se peut. Ceci dit qu'on voit Bush samedi, mais quand même, avec ce que vous avez vu, est-ce que Clément Diop vient d'asseoir son autorité comme numéro 1? Oui, je pense. Et il avait 2 interventions à faire, il l'a très bien fait. Je monte à la 4e sur Bolano, c'est une sortie très incisive. Puis la parade à la fin du match, donc très solide. Je pense que avec quelques centres aussi entre-temps qui ont été bien négociés. Il rassure, c'est vrai que on peut dire sur les copies arrêtées, de manière générale, l'impact est un peu plus fébrile, mais je trouve qu'il rassure énormément sa défense dans les airs. Et puis avec l'arrivée d'un Louis Binks aussi, qui est quand même assez grand, je l'avais mentionné, mais je pense que l'Impact va mieux faire. Tu as dit le mot exact. Je crois que c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué de ces matchs-là. Autorité, parce que quand il faut aller dans le paquet de joueurs, il est allé. Il va se découvrir, il va prendre des risques au sens où physiquement il va s'ouvrir. Ouais. Il risque le contact à plusieurs reprises, mais il y va. Bonne prise de balle sur des situations où il était amené à aller les chercher. Donc, autorité et c'est un gars qui assure. On va quand même noter, les gars, que Clément Diop a tendance, puis il a été très bon sur ces 2 matchs-là, à en mettre un peu plus pour que les arrêts soient spectaculaires. C'est exact. Un petit peu. Mais toute petite parenthèse, tu parlais de peut-être que Bush ferait à New England, et ça me fait penser à ce qu'a dit Thierry Henry, qui a souligné la performance de Clément Diop, mais a dit on verra bien si c'est lui qui va. Non, mais c'est clair, on vient de dire que Clément Diop c'est le numéro 1. C'est sûr qu'Evan Bush est gardien samedi. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais tu le sais. Mais cette parenthèse-là, c'est vraiment pour aller un peu plus loin. C'est qu'on en a parlé durant le Facebook Live au niveau du bluff de Thierry Henry. Saphir Taider était à la conférence de presse de la veille sur le podium avec Samuel Piette, et Saphir Taider n'a pas été titulaire, et puis ça, selon moi, fait partie comme des mind games, des jeux de dupes que Thierry Henry va faire souvent durant la saison. Donc c'est assez intéressant de voir que même là, pour samedi, après 2 matchs de grande qualité de Clément Diop, il nous laisse encore penser que peut-être ce ne serait pas lui qui serait le gardien, et peut-être que ce sera le cas effectivement. Donc c'est une tendance que je peux vraiment mettre à Thierry Henry, cette envie de masquer ses cartes et dans le discours, et même avec les médias, parce que j'en sais pas anodin que Saphir Taider soit la personne qui a été choisie, mais
mais qui n'a pas été dans le 11 partant. 25e saison de MLS qui commence, messieurs. Et Jean, on veut faire un retour dans le temps parce que toi, la toute première, tu y étais. Ouais. Parle-moi de cette expérience-là. Quand ça débute en 96, ça devait commencer un peu plus tôt d'ailleurs, si je me trompe pas, ça devait être en 94, la même année que la Coupe du Monde, parce que ça faisait partie du deal avec la FIFA. Donnez-nous la Coupe du Monde, on va vous organiser ça. Bon, ils ont eu besoin de 24 mois pour s'organiser davantage. Rappelle-toi de la petite manipulation qu'il y avait eu. Pour avoir la Coupe du Monde, tu dois avoir un championnat professionnel. Or, les États-Unis n'en avaient pas. Je pensais que tu allais me parler de la manipulation du but, là, quand Diana Ross elle tire dedans, puis le but tombe en deux, puis ça s'écarte pour le coup d'envoi. Il y en a eu quelques-unes. D'accord. Mais parle-moi de cette expérience-là, parce que tu étais sur place au début. Alors, donc oui, c'est ça. Donc, il fallait une ligue professionnelle. Il n'y en avait pas. Donc, il y a une petite manip, hop, et on a fait, avec l'accord de la FIFA, dès que l'APSL, à l'époque, qui était la ligue pro, semi-pro, dans laquelle évoluait l'Impact, était reconnue comme ligue professionnelle. Hein, ouais. Comme ça, il y a une ligue professionnelle, on peut avoir la Coupe du Monde, mais avec l'obligation pour la Fédération américaine de mettre en place au plus vite une vraie ligue pro. Et donc, la MLS a vu le jour au début 96. Alors, c'était assez amusant parce qu'on a 10 équipes et on essayait d'avoir un produit, pas de déséquilibre et tout, on veut une parité totale. Et donc, il y a des drafts au niveau universitaire, etc. Et puis, on va repêcher un certain nombre de joueurs dans les rangs semi-pro, en gros. Et puis, la crème, on fait le rappel un peu de tous les internationaux américains qu'on a vus à la Coupe du Monde 94. Et qui acceptent tous de revenir. Donc, on parle de John Arcus, Eric Rinalda, Alexis Lalas. Et quelques vedettes internationales, plus ou moins en fin de carrière, Hugo Sanchez, Jorge Campos, Carlos Valderrama. Était là dès le début. Carlos Valderrama. Et on met tous ces joueurs de top niveau et on les met 4 par club, pour qu'il y ait une parité. Ça faisait un peu soviète, quoi. Ça faisait vraiment, on veut que ce soit, qu'on parte sur un champ totalement égal. Ça fait organiser... match de ballon chasseur organisé dans la cour d'école. C'est sûr que ce soit pas trop déséquilibré. Un petit peu ça. Donc, match inaugural, c'était à San Jose contre DC United. Alors, DC United était entraîné par Bruce Arena, qui à l'époque n'était pas vraiment quelqu'un de connu en dehors du milieu non, il arrivait américain. Oui, parce qu'il a coaché universitaire avant ça. Il était universitaire. On lui demandait en plus, en même temps que prendre DC United, de prendre l'équipe, c'était les Jeux d'Atlanta, donc de prendre en plus l'équipe olympique. Mais il n'était pas vraiment très très connu en dehors de ce petit milieu dans lequel il évoluait. Donc, grand moment d'ouverture, il y avait tout le gratin. Il y avait donc Alain Rothenberg qui était président de la Fédé américaine, tous les grands pontes du foot américain, Sunil Gulati. Et évidemment, c'est vraiment les mêmes noms. Hein. Oui, c'est vrai qu'on les. 25 ans plus tard, on y est encore. On les retrouve. Sepp Blatter. La chose qui te marque le plus, tu sais, quand tu repenses à cette année-là inaugurale, parce que toi, tu l'as vécu de très près, la première chose qui te vient en tête, ce qui était le plus frappant, c'était quoi? L'incroyable disparité de niveau. Alors là, je reviens sur ce match d'ouverture. C'est ironique, tu viens de nous dire que c'était important d'être le plus uniforme possible. Voilà, puis là, mais ça, c'est macro. Quand tu rentres dans les matchs, dans les équipes, il y avait donc, lors d'un match, tu voyais des moments où le niveau était vraiment pas terrible. Et à l'autre côté du terrain, d'un seul coup, tu avais Vinalda face à Alexis Lalas. Et là, c'était quand même du haut niveau. Donc, il y avait une énorme disparité. Et les joueurs qui arrivaient des rangs un petit peu inférieurs ont dû cravacher pas mal dur pour hausser leur niveau de jeu. Et d'une façon générale, ça s'est vu tout au long de la saison. Il y a eu une amélioration durant la saison et surtout dans les 2-3 saisons qu'on suivit, avec ensuite des améliorations qui ont été faites dans le recrutement. Les clubs ont ensuite, comme
la plupart d'ailleurs pu bien grandir. Il y en a quelques-uns qui ont survécu, pas tous, mais Nouvelle-Angleterre, le Galaxy, DC United, tous ces clubs-là sont encore là. Ouais. Et tu es en train de me dire qu'à l'époque, il y avait un genre de feeling que des joueurs désignés jouaient avec des recrues des collèges américains? Oui, c'est ça. Tu es en train de me dire que c'est la même chose qu'en ce moment? Non, mais j'y pensais. Le niveau, la grosse différence, c'est que le niveau moyen, le niveau de base est largement supérieur, surtout d'un point de vue... Le niveau de base est complètement différent et donc, effectivement, le niveau moyen, il n'y a rien à dire. J'ai une petite question pour toi, Jean. Est-ce que, comme à l'époque, tu pouvais envisionner une MLS comme elle est aujourd'hui? Non. Non, parce qu'à l'époque, l'idée n'était pas d'aller dans ce sens-là. C'était juste d'avoir la Coupe du Monde. Non, mais au contraire, déjà eu 2 ans plus tôt, de toute façon. Ce qui transpirait partout, c'était l'énorme prudence, parce qu'il y avait quand même, uniquement que 10 ans plus tôt, il y avait l'expérience et l'échec de la NASL qui s'était tiré dans le pied et qui s'était écroulé pour s'être cru trop grosse et avoir ouvert des franchises un peu partout, alors qu'elle était en plein boom, et c'est vrai qu'elle avait réussi à attirer Pelé, Cruyff, Gerd Müller, etc. Et donc, elle se sentait plus, hop, ils ont ouvert des franchises partout, et puis, c'est tombé, là, au milieu des années 80, elles sont tombées toutes comme des mouches, et puis la Ligue a tout de suite fermé. Donc, il y avait cette volonté du côté de la MLS de surtout ne pas refaire la même erreur. On commence à 10, et on va rester à 10 pendant quelques années, et puis là... C'était vraiment un petit peu de la même façon qu'on a bien réparti les joueurs. Eh ben, on va avancer très, très tranquillement. On assure les bases et puis petit à petit, ça va avancer. Ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a eu, dès la première année, une belle réponse du public. Une très, très belle réponse du public. Des stades qui n'étaient pas encore des stades spécifique au foot. Spécifique. Il était spécifique au foot, mais la NFL. C'est exactement, il y avait des lignes partout. Ou des collèges américains. Oui, c'est ça. Donc, des conditions qui étaient encore un petit peu bricolo, hein, mais il y a eu une belle réponse. Et ça a permis à la Ligue de commencer sur une bonne base. Même s'il y a eu un petit creux après, ça a quand même assuré une base assez solide. Ça donne une perspective intéressante à l'approche de la 25e saison, Sid, avec des équipes d'expansion. L'Impact de Montréal qui a maintenant un champion du monde comme entraîneur. Je ne veux pas revenir sur le dossier Impact de Montréal en tant que tel, mais s'il y avait une chose qui t'intéresse à suivre avec attention sur la prochaine saison, ce serait quoi? Les super équipes. J'ai l'impression que... Ça, c'est Nashville? Non, mais je sais pas. Mais c'est une super ambiance. Oui, c'est vrai. J'ai une curiosité sur le fait que maintenant Atlanta, LAFC, Toronto, même peut-être New York City FC commencent à s'installer comme top équipe, et qu'on a des configurations un petit peu à l'européenne avec des locomotives et derrière des wagons, mais qui sont de plus en plus loin de la tête. Donc j'ai une curiosité de voir si justement cette tendance-là devient une tendance lourde, parce que je pense que cette année-là, si elle devient une tendance lourde, la MLS, avec l'augmentation des droits télé, on a vu aussi l'explosion des prix des transferts, mais j'ai l'impression que c'est un écart qui va plus jamais vraiment se combler. Donc, la nouvelle convention collective. J'ai une curiosité de voir si on retrouverait encore très rapidement les mêmes équipes en série, les mêmes équipes dans les demi-finales au niveau, donc cette espèce de top 8, top 6 de la MLS. Je te dirais que dans le contexte actuel, si tu veux faire des analogies ferroviaires, que tu sois la locomotive ou le dernier wagon, en ce moment, tu bouges pas, il n'y a personne qui s'en va nulle part. Mais c'est bien ce que tu dis, parce qu'effectivement, tu vois qu'on parle comment c'était il y a 25 ans, et que naturellement, malgré les efforts de la Ligue qui essaie d'avoir, se disant... ma franchise la plus basse, je veux qu'elle soit quand même bonne, et on travaille énormément sur la parité. C'est pour ça qu'à chaque coup d'envoi d'une nouvelle saison, on est un petit peu dans l'expectative. On ne sait jamais, on ne peut pas démarrer la saison en disant il y a Manchester City et Liverpool et puis il y a les autres, quoi. On ne sait jamais exactement comment ça va reprendre et ce à quoi on va avoir affaire. Mais là, c'est vrai qu'il y a une tendance quand même à un petit groupe de clubs qui semble, bon an, mal an, être sur le top. Et c'est vrai que là, cette année, on va regarder ce qui se passe du côté de Los Angeles, par exemple. Parce que l'affaire, c'est Chicharito. C'est Chicharito. La volonté de rattraper le LAFC qui a fait
qui a explosé en C'est ironique en quand 2 même ans. de dire que le Galaxy doit rattraper le Et LFC, mais c'est une réalité. assez amusant, c'est- effectivement, et qu'il y a derrière un duel. Bon, quelle place il va prendre dans le paysage de la MLS? Attention qu'il bouffe pas tout non plus, parce que ça va être une tendance, ça, et on l'a vu déjà à l'époque avec Ibrahimovic, mais ça va être intéressant. En temps additionnel maintenant, on va basculer du côté de l'Europe, la Ligue des Champions. Je ne veux pas revenir sur tous les matchs. 1-1 intéressant entre Naples et le Barça. Match surprise, résultat surprise, Lyon qui gagne contre la Juve. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Je veux surtout vous entendre sur Alphonso Davies parce qu'il y a eu un match phénoménal. Je vous disais tout à l'heure, le roi des replis défensifs, il a joué un rôle crucial sur le 3e but du Bayern pour battre Chelsea 3-0 à Stamford Bridge. Donc là, je pense que c'est une formalité de finir le travail à Munich lors du match retour. Mais franchement, on savait qu'il y avait quelque chose de spécial, Alphonso Davies, mais là, techniquement, c'est top. Physiquement, c'est une machine. Non seulement il est vite, mais c'est un gars qui est tellement baraqué, tellement solide sur pattes, et ça devient un indispensable. On me posait la question dernièrement, un collègue me demandait pourquoi il n'est pas dans le groupe de qualification pour l'équipe nationale du Canada en vue des Olympiques. J'ai dit parce que le Bayern, écoute, va fusiller tout le monde à l'Association canadienne. Si on pense même les priver de ses services, c'est impressionnant. On savait qu'il s'en allait là pour tranquillement mais sûrement s'installer dans un groupe qui est toujours très imposant, même si tu es en transition. Mais là, de voir la vitesse à laquelle il l'a fait et la qualité du jeu que Davies offre, c'est phénoménal. Ah, moi, je ne le voyais pas du tout à ce niveau-là. Je suis carrément impressionné. On s'attendait qu'à ce stade-ci, il soit en train de grappiller des minutes. Exactement, mais genre pas être celui qui est ovationné par la section des supporters bavaroises, que Müller dise que c'est les jambes qui nous manquaient. Nous, depuis quelques années au Bayern, c'est les jambes qui nous manquaient. Se sont déboulés sur le but de Lewandowski. Et c'est juste impressionnant. Et puis lorsqu'on voit un résumé, il y a maintenant de plus en plus intéressant, j'invite les auditeurs à le faire, c'est de regarder des résumés individuels. En fait, on regarde que les actions d'un joueur. De plus en plus, on voit ça. Et c'est pas le premier qui le fait. Il y en a 3 dans le match où il y a à plusieurs reprises, il est tellement véloce. À partir du moment où tu rates ton tacle, tu perds 15 mètres sur lui, c'est impressionnant. Et puis tactiquement... Et à l'inverse, si tu as 5 ou 10 mètres d'avance, t'es pas rendu. T'es pas sorti du bois. Non, mais c'est fou. Il y a une séquence en première mi-temps où tu te dis, il y a probablement 8 mètres de retard. Tu te dis, c'est terminé. C'est comme un 6e année qui court contre un 3e année. C'est impressionnant. La BBC en a fait son joueur du match et je sais pas si vous avez vu, il y a tout un article sur lui. Waouh, ils sont vraiment en disant waouh. Et c'est quoi ce gars-là? T'écoutes les descripteurs en Europe. Tu sais, eux, ils n'ont pas le biais canadien. Ils s'en balancent du fait canadien. Mais ils sont tous en train de se dire qu'est-ce qui se passe là? Et c'est pas le premier Canadien qui se ramasse là-bas. Et oui, je veux dire que c'est un Canadien. Owen Hargreaves est passé par le Bayern. Bon, il est devenu joueur de United par la suite. Il est surtout devenu international anglais. Mais on sent que malgré la belle carrière que Hargreaves a fait, il n'y a pas photo potentiellement. En plus, Davies, c'est spectaculaire. Exact. Et il est spectaculaire. Mais souviens-toi, quand il a débarqué au Bayern, on suivait ses matchs et puis on disait il est sur le banc. Ouais. Oh, il est dans le 18 de départ. Oh, un passement de jambes. Oui. Oh, quelques minutes. Et puis, les premiers matchs en Ligue des Champions. On a vu cette progression arriver. Et puis là, effectivement, tu te dis... Puis question pour vous... c'est un atout. C'est pas simplement un titulaire. C'est un tu peux pas t'en priver. Non, c'est un joueur. Et avec ce bagage d'attaquant... Ouais. Latéral. J'ai une petite question pour vous parce que c'est un débat qui est arrivé. Est-ce qu'il est rendu le meilleur joueur de la CONCACAF, Alphonso Davies? De la CONCACAF. La CONCACAF, là tu vas... Meilleur que Pulisic? C'était contre le Chelsea de Pulisic. Ouais, mais là, attends, tu peux pas comparer ces deux équipes-là en ce moment avec Lewandowski. À la limite, c'était pas le Bayern de... Alphonso Davies non plus. Regarde un peu ce qui sort au Mexique, c'est quand même assez fort. Regarde, juste de poser cette question-là, c'est une réussite monumentale. Mais tiens, on va y penser, ça pourrait être intéressant comme sujet. Non, et puis les gens donnent leur avis aussi. Sur, hashtag FDSF, vous pouvez le faire sur Twitter. Il y a d'ailleurs Damien Meunier qui nous pose une question. Dans la foulée de la Ligue des Champions en Europe, la plus grosse surprise, est-ce que c'est City qui gagne 1-0 contre la Juve?
Ou Lyon qui gagne gagne 1-0 contre la Juve, ou City qui gagne 2-1 chez le Real? Non, c'est Lyon, c'est même pas comparable. C'est Lyon qui sort qui est dans une saison complètement médiocre en Ligue 1. Il y a un gros malaise au niveau des supporters, au niveau du président Jean-Michel Aulas, le coach aussi qui est pas très respecté forcément, qui a pas une grande crédibilité, autorité au niveau européen, parce que c'est un des coachs avec le plus parmi ceux qui ont joué le plus de matchs, qui a le moins gros taux de victoire. Donc Lyon qui s'amène contre la Juve de Ronaldo, de Dybala, etc. Donc c'était que du bonus. Maintenant, Lyon a une espèce de culture de coupe. Ils sont capables parfois de se sortir et de faire des choses assez impressionnantes. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que Lyon a fait ça, mais Lyon est éliminé au retour. C'est un petit peu ce qui Ouais. non, mais oui. Oui, parce que le retour se fait à Turin, mais Lyon, comme ils ont quelque chose qui manque au PSG d'ailleurs, comme pour une analyse. C'est une comparaison intéressante, ça. Dans le sens où, une faculté à se sublimer dans ces moments-là. Et je suis très impressionné, mais ça reste que sur le papier, l'écart entre Lyon et la Juve est bien plus grand que le Real. Moi, j'étais impressionné par City pour d'autres raisons. Je comprends ce que tu veux dire sur Lyon, et ce sera le gros truc si jamais il devait passer au tour suivant, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs. 1-0, c'est pas mauvais, d'autant que la Juventus elle me fait pas grimper au rideau cette année. Ça me pas l'équipe. Je pense que je me trompe. Possiblement, j'ai jamais trop de grosses réussites dans mes projets, mais je pense qu'ils ont un petit peu laissé passer le coche l'année dernière au niveau de la Ligue des Champions. Mais on va voir ce que ça va donner. Donc je pense que Lyon a un coup à jouer. City m'a bien plu. Tu vas à Madrid et avec tout ce qui semblait bien se passer, on en avait parlé déjà du Real qui revenait bien et tu te disais wow. Le Real qui là, ça va être le reality check là, pour City. Vous vous promenez, ça tripote un petit peu quand vous jouez en Angleterre, mais là, vous allez tomber sur... Mais ça, c'était il y a 2 semaines. Puis tout d'un coup, avec les résultats, ça fait quoi? Ça fait 4 matchs là, où on s'accroche les pieds dans les flancs du tapis du côté du Real. Petit peu. Et 2 semaines plus tard, tu te dis, wow, là, c'est le Barça qui mène en Liga. Toi, t'es en difficulté en Ligue des Champions. Aussi, quelque part, c'est ce qui arrive assez régulièrement quand tu vas te projeter sur des matchs de Ligue des Champions. Quand tu les prépares. Ouais, voilà, tu vas peut-être être un petit peu moins concentré, un petit peu moins à fond dans un match de championnat, par exemple, juste avant. Mais là, en termes de contenu, j'ai vu des longs résumés parce qu'à cause des matchs d'hier, j'ai pas eu l'impression que City a mis le pied sur le ballon. On a eu un City qui, d'ailleurs, en termes de possession, a laissé un peu plus la balle au Real. Le Real a vraiment perdu les nerfs en 5 minutes. Ils se sont sortis de la qualification avec Ramos qui joue le coup de je me suis fait une faute, on me pousse dans le dos, alors que bon, quand même. Et le tacle assez maladroit de Carvalho. Ah oui. Donc tout d'un coup, et puis après le rouge de Ramos, et tout d'un coup, City qui était bien, dans Real qui était dans son match jusqu'à la 80e, se retrouve tout d'un coup à 2-1, carton rouge au capitaine. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais sans que le Real ait vraiment proposé quoi que ce soit. C'est pas l'équipe qu'on voyait lors des 4 Ligues des Champions gagnées au milieu des années. C'est là où 2010. ça devient intéressant de faire le parallèle entre la possession et ce qu'on en fait. Justement, c'est la prochaine question qui nous est posée par Émile Archambault. L'Impact disait vouloir jouer en possession. Vu cela, les 71 et 70% de possession de Saprissa sur ces 2 matchs qu'on vient de voir au cours de la dernière semaine, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une question de circonstances, d'adaptation à l'adversaire ou ça reflète un changement tactique plus profond? D'ailleurs, d'abord, peut-être une petite mise en garde ou une petite précision. Je pense pas que Thierry Henry a dit vouloir jouer la possession. OK, merci, parce qu'en termes de contexte, ça, on en parlera avec Émile, mais je suis pas certain de ça. S'occuper du ballon. Et on revient à ce que tu disais en début d'émission, Jean. C'est pas le pourcentage, c'est à quel point tu peux être confortable dans ce que tu désires proposer comme jeu. Et quand tu es en train de te débarrasser du ballon, de jouer vers un bas
Bojan dans les airs, où c'est plus compliqué pour lui de contrôler un ballon ou de le gagner de la tête qu'un Okonkwo, qu'un Jackson Hamel, que même un Urruti pourrait le faire, c'est là où ça devient compliqué. Donc, je pense pas que c'est au volume, c'est vraiment dans la qualité qu'on va vouloir s'ajuster. Non, c'est pas une question de pourcentage du tout, c'est effectivement une question de qualité et de maîtrise affichée avec la tenue du ballon, avec la circulation, qui va faire que tu vas pouvoir avancer en bloc, qui va faire que tu vas avoir plusieurs options d'attaque, qui va faire que tu vas pouvoir créer des espaces. C'est ça, la avant maîtrise, tout, la c'est possession. tellement intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, c'est là où il faut faire la nuance. Tu n'es pas obligé de garder le ballon pour être en maîtrise du ballon. Ça peut aller très rapidement vers l'avant. Le Real Madrid des beaux jours, c'était ça, là. C'était pas des longues phases en possession. Et Liverpool. Ça enchaînait. Liverpool, Liverpool, c'est un excellent exemple aussi. On termine avec une question, messieurs, de Monsieur Foot. Que dire de la confiance donnée à Sejdić et de son rôle dans l'équipe? 2 départs en 2 matchs. Est-ce que je vous ai dit que la semaine passée, c'était sa 69e minute en carrière dans les couleurs de l'Impact de Montréal? Mais Sejdić, quand même, tu peux pas le regarder et dire on aurait été mieux avec tel ou tel gars à ta place. Il a vraiment fait son travail dans le système de Thierry Henry. Je pense qu'on aurait été mieux avec Taider. Ouais, mais t'aurais jamais pu défendre. Avec ce que Thierry Henry veut faire, moi, il n'y a personne qui va me faire acheter que Taider est capable de remplacer Sejdić. C'est sûr qu'à un moment donné, il part sur une balloune de « Ah, je vais courir après ce ballon-là » ou je vais essayer telle passe », puis ça se retrouve avec tout le monde en difficulté derrière lui. Ça, moi, je suis convaincu. Maintenant, est-ce qu'en se projetant vers samedi, oui, j'achète tout à fait. Mais pour ce que tu voulais faire, il n'y a pas grand monde. Même Chamet Chaume, à la limite, qui est un gars qui aime sortir un petit peu plus. Pas certain que Chaume aurait été capable de faire le même travail que Sejdić a fait, plus assis aux côtés de Samuel Piette lors du match aller. En tout cas, c'est une évidence, sans rentrer dans les comparaisons, que Sejdić a eu un énorme vote de confiance de la part de Thierry Henry, que finalement, c'est pas si circonstanciel qu'il soit présent dans le 11 au match aller. C'est ça que sa présence au match retour a pu répondre. C'est vrai. Et que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui justement ont cette opportunité, parfois on dit un peu cliché, un nouveau coach, se faire valoir. Sejdić c'en est un, mais il y en a d'autres qui, je reviens sur Zach, qui a fait un match énorme, extraordinaire sur son côté droit. C'était Alphonso Davies light, mais c'était vraiment très intéressant ce qu'il a fait. Et je crois que certains sont capables de changer leur statut et la hiérarchie. Et puis Sejdić l'a quand même bien fait. Très bien, Sejdić. Il est arrivé au premier match pour donner un peu plus de volume justement devant la défense aux côtés de Piette, parce qu'il y a clairement, et on en a beaucoup parlé, du rôle isolé de Piette la saison dernière en particulier. Il fallait vraiment qu'il y ait une présence avec lui. Je crois qu'il l'a bien rempli, peut-être un peu plus effacé, un peu plus dans l'ombre au match aller. Là, il a eu un peu plus de responsabilité hier, parce qu'il fait partie de ces joueurs qui sont rentrés dans la zone, par exemple, de Bolaños. Lui, il fait partie de ces joueurs qui a un moment qui est sorti un petit peu de sa zone pour aller sur le porteur du ballon, ce qui donc donne une confiance supérieure au match aller, où il faisait vraiment consigne. Là, il dit « OK, vas-y, va à partir de là, construire. » Donc, très bien, je ne dis pas que ce sera un partant à chaque match, c'est que pour l'instant, on est encore dans une situation, je crois qu'il faut regarder encore la proposition qui vient en face, comme je crois qu'on est encore vraiment en train de trouver une façon dont l'Impact va s'organiser et s'articuler cette saison. C'est ça, comme Émile le disait, il y a une grosse partie de circonstances. Voilà. Avec les choix qui ont été faits par Thierry Henry. Messieurs, toujours un plaisir. Ce que je retiens, c'est que Clément Diop est numéro 1, donc Bush va être dans les buts samedi. Et on trouve que Sejdić a été bon, donc probablement sur le banc samedi aussi. D'habitude, Absolument. ça ressemble pas mal à ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous à la maison de nous avoir envoyé vos questions. Continuez de le faire tout au long de la semaine avec le hashtag LDSF. Et vous pouvez partager le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion et consommer nos balados chaque semaine sur les applications RDS et iHeartRadio.